Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Notre interrogation du jour, crise ukrainienne, sanctions contre la Russie, l'OTAN, l'Union européenne, le temps des doutes. En tout cas, nous nous interrogeons. L'Union européenne a adopté 6 paquets de sanctions en réaction à l'agression, nous dit-on, militaire sans précédent et non provoquée lancée par la Russie contre l'Ukraine. Mais pourtant, le monde entier le sait aujourd'hui, c'est une opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. Et les mesures justement de l'Union européenne et surtout de l'Occident se sont retournées finalement contre l'Europe. Déjà, en 1, affaiblir la capacité du Kremlin à financer la guerre, imposer des coûts économiques et politiques évidents à l'élite politique de la Russie qui est responsable, nous dit-on, de l'invasion. Parmi ces mesures figurent également des sanctions individuelles, des sanctions économiques, des restrictions imposées aux médias, des mesures diplomatiques. L'Union européenne a également adopté des sanctions à l'encontre de la Biélorussie en réaction à son implication, on va le dire, dans cette opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. Finalement, ces sanctions ont servi à quoi? C'est la grande interrogation justement des Africains aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, l'Union européenne et son bras armé l'OTAN suffoquent, crient, pleurent et gémissent. Un proverbe africain de chez moi déclare « Celui qui voulait laver le chien a finalement été lavé par le chien ». Maintenant, les doutes sont multiples. Ceux qui ont fait croire à la Terre depuis des décennies qu'ils étaient des maîtres du monde viennent de tomber comme un château de cartes. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Crise ukrainienne, sanctions contre la Russie, le temps, l'Union européenne, le temps des doutes. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Kenyé. Il est géostratège. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, je suis Sylvestre Ngos. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à toute la galaxie panafricaine. Bonjour à tous ceux-là qui prennent un malin plaisir à nous écouter. Nous espérons, comme à l'accoutumée, être à la hauteur de cette confiance qu'ils ont placée en nous. Eh bien, Charlie Kenyé, crise ukrainienne, les sanctions contre la Russie, l'OTAN, l'Union européenne, le temps de doute. Actuellement, dans le monde entier, on a l'impression que l'Occident, l'Union européenne, l'OTAN doutent de toutes les sanctions qu'ils ont infligées à la Russie. Mais bien sûr, c'est une évidence. Aujourd'hui, ils sont en train de douter. Mais bon, l'orgueil occidental, l'orgueil du blanc, comme on aime bien souvent dire, les empêche de voir avec clarité qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied parce que vous ne pouvez pas ne pas respecter ce qu'au départ vous vous êtes fixé, c'est-à-dire que vous vous plaisez à geler les avoirs d'un État, déjà que sur le plan même du droit international financier, c'est interdit. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris que ils n'avaient pas affaire à n'importe qui, ils avaient affaire à face d'un stratège qui avait pensé ce qu'il devait faire parce que, excusez-moi, quelques jours avant, il avait retiré un peu plus de 80% de ses avoirs dans les banques occidentales, mais il avait pris la peine de laisser une bonne partie parce qu'il savait que cela allait être gelé et allait lui donner un motif justement de continuer ce qu'il avait pensé faire. Et dès qu'ils ont gelé, clairement, on voit très bien ce qu'il est en train de les faire en retour avec le gaz. Il a commencé par les demander de payer ce gaz en roubles, ce qui a totalement mis l'euro au sol aujourd'hui. On voit très bien comment, en termes de parité, l'euro est allé en deçà, et aujourd'hui en deçà du dollar. C'est-à-dire que derrière ce que nous vivons aujourd'hui en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, c'est le dollar qui est en train de gagner en force. Mais à côté de ça également, c'est le commerce international qui a pris un coup parce que les autres acteurs du commerce international, voyant la perfidie justement de l'Occident, a compris qu'il fallait très bien changer ce modèle d'échange qui faisait en sorte que la plupart du commerce international était endossé sur l'euro et le dollar. Voilà comment aujourd'hui à l'échelle internationale on voit des accords commerciaux qui sont en train d'être tissés entre la Russie et l'Iran où ça va se faire en monnaie locale, entre la Russie et la Chine où ça se fera en monnaie locale, entre également la plupart des pays du BRICS où ils sont en train de vouloir créer un panier économique qui, avec une monnaie qui sera endossée sur les différentes variations et bien sûr la capacité économique de chaque pays. Donc, on est en train d'évoluer vers une réforme du système économique mondial qui, en réalité, depuis bien des années aujourd'hui, était contrôlé par l'euro et le dollar. Donc, voilà des gens qui prennent des sanctions sans réellement penser à l'avenir, qui se plaisent à faire des choses. Aujourd'hui, on se dit même qu'on va suspendre l'achat de l'or du Russie. On sait très bien que l'un des plus gros acheteurs de l'or russe, ce sont les Britanniques. Mais c'est vraiment être idiot. Vous n'allez pas acheter l'or de la Russie. Vous refusez d'acheter une matière première qu'on peut fondre. Mais c'est simple, la Russie
n'a qu'à vendre cet or à la Chine. La Chine va la faire fondre, va mettre son stamp dessus et vous allez encore acheter le même or à la Chine. Donc tellement d'idiotie, on se demande vraiment si ces personnes ont à leur tête des personnes qui réfléchissent. À côté de ça, une Europe fière de ses valeurs. On vous dit par exemple que la culpabilité par association n'existe pas en Europe, mais d'un autre côté, parce que M. Poutine a fait la guerre avec l'OTAN, entre guillemets, l'Ukraine, parce que c'est une guerre par procuration, c'est l'OTAN qui mène la guerre en Ukraine aujourd'hui. On se plaît à sanctionner des sportifs russes, on se plaît à sanctionner des personnes, des athlètes russes, tout simplement pour leur appartenance à la Russie, c'est-à-dire pour leur nationalité. C'est un peu comme si moi, Charlie Kenyé, pour être allé voler quelque chose là-bas dehors, c'est un exemple, les inspecteurs arrivent chez moi, arrêtent ma maman, arrêtent mes enfants, arrêtent mes soeurs, parce que Charlie Kenyé aurait volé. C'est-à-dire, cette culpabilité par association se plaît aujourd'hui, l'Europe se pose aujourd'hui à condamner toute la Russie, à condamner les supérieurs russes, à mettre sur pied une politique russophobe pour justement montrer les désaccords avec la politique russe sur le territoire ukrainien. Mais c'est très déplorable et malheureusement, aucun acteur de la société civile ne se plaint, aucun journaliste ne se plaint, aucun spécialiste du droit européen ne se plaint, mais c'est le pays des libertés, c'est le pays de la démocratie, c'est le pays des valeurs universelles. Et on est toujours en train de dire que non. Donc c'est un orgueil qui est connu depuis le passé, mais qui en réalité aujourd'hui a été mis à nu par ce que nous sommes en train de voir du côté de l'Ukraine, où en fait on comprend très bien que nous avons en face des individus qui sont non seulement imbus d'eux-mêmes, mais qui sont très peu réfléchis, il faut également l'accepter, qui sont très peu réfléchis, qui ne savent pas penser le monde et qui véritablement ont déposé les jalons de leur descente aux enfers. Jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui l'Europe souffre énormément, il suffoque, pas de gaz, pas de pétrole, les pays européens sont en récession économique et pendant ce temps, eh bien, le prix du pétrole à la pompe augmente, l'euro est à son plus bas niveau, c'est le cas également du dollar, mais jusqu'à preuve de contraire, eh bien, on insiste, on persiste en parlant de l'invasion de l'Ukraine. Bien sûr, et c'est ça la tristesse de cette Europe, parce que vous savez, le combat que nous menons ici, c'est pas contre la race blanche en général, oui, mais c'est contre une caste de personnes qui ont pris ce peuple-là en otage. Il faut rappeler également qu'il y a une France libre qui partage nos opinions, mais qui malheureusement n'a pas le poids de s'exprimer, ou parfois même ils sont censurés au niveau des médias. Mais comme vous avez à la tête de ce monde un ensemble de satanistes, un ensemble de fratres, de sectaires, de jupitériens qui pensent que il leur revient le droit de décider du sort de l'humanité, qui contrôlent tout, ils contrôlent la finance, ils contrôlent les médias, ils contrôlent la culture, ils pensent qu'ils peuvent imposer ça. Voilà pourquoi l'Occident est en train de souffler aujourd'hui. Rappelez-vous bien de ce défilé du 14 juillet du côté de Paris. On a vu le président Emmanuel Macron hier. Rappelez-vous également qu'à l'heure où je vous parle, la première ministre de l'Estonie a démissionné. Le premier ministre britannique est appelé à démissionner. On attend encore de nombreuses démissions du côté européen qui démontrent à suffit que non seulement les populations sont exaspérées par cette politique à l'aveuglette, mais bien plus encore que nous avons en face de nous un empire qui est en train de s'écrouler parce que contrôlé par des personnes qui n'ont que vraiment du bien-être de la race humaine. Donc c'est triste de le dire, mais clairement ces personnes ont déposé les jalons de leur descente aux enfers. Mais on se souvient encore et on voit très bien ce qui est en train de se faire. Vous l'avez bien fait d'évoquer. Le coût du pétrole qui est en train de grimper à la pompe, le gaz qui manque aujourd'hui dans les ménages, et malheureusement on vous sort des communiqués comme quoi on vous dit il faut réduire le temps d'utilisation de l'eau, il faut réduire le chauffage, il faut faire... Mais bon Dieu, ces personnes, est-ce qu'ils sont censés, est-ce qu'ils réfléchissent un instant même sur ce qui est en train de les attendre? Aujourd'hui, il est clairement prouvé qu'il y a pratiquement 50 millions d'Européens qui sont menacés de mort avec l'hiver qui est en train d'arriver. La famine aujourd'hui est une vérité, l'inflation a atteint son paroxysme, la monnaie est en train de chuter. Ça fait froid au dos, mais nous qui sommes africains, on doit se poser la question, qui va payer le prix? Je pense que si on ne repose, si on ne répond pas à cette question, j'ai bien peur qu'à côté des Occidentaux, que nous-mêmes Africains, nous en payons le prix. D'ailleurs, je crois qu'on a déjà commencé à en payer. On se plaint de la vie chère sur nos marchés, mais on oublie indirectement que notre monnaie, à savoir le franc CFA, a été dépréciée. On nous annonce l'arrivée d'un monsieur dont je ne veux pas citer le nom ici, ce serait lui faire honneur, qui voudrait bien arriver en territoire camerounais. On spécule, on parle un peu de tout autour de sa venue, mais on oublie l'important. L'important aussi, il est l'enjeu énergétique. Cette énergie dont je disais tantôt qui se retrouve en profusion sur le territoire africain. Donc aujourd'hui, c'est une réalité occidentale qui impacte l'Afrique
où il nous oblige aujourd'hui à nous définir, à nous poser les bonnes questions pour pouvoir également faire face à cette réalité-là. Jusqu'à preuve de contraire, l'Occident a passé la majeure partie de son temps à sanctionner des pays. Je prends par exemple le cas du Venezuela et sans oublier l'Iran. Et il y a encore quelques semaines, ce sont ces mêmes Européens avec en bonne place Emmanuel Macron qui a demandé justement à faire revenir le pétrole iranien et le pétrole vénézuélien, on va le dire comme ça, sur le marché. Seulement, réaction du berger à la bergère, eh bien jusqu'à preuve de contraire, l'Iran dit niet. Et c'est le cas également du Venezuela. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls. Ils ont demandé à la Norvège d'augmenter sa production. La Norvège également a dit niet, qu'elle ne peut pas, elle, au seuil de sa production. Ils ont demandé à l'Arabie Saoudite également d'augmenter sa production. Le prince Mohamed bin Salman leur a dit qu'ils ne peuvent pas également, ils sont au seuil de leur production. Donc aujourd'hui, vous avez une Europe dont même les partenaires traditionnels ne s'accordent plus entre eux. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, on va aller taper sur ceux chez qui on a l'habitude de cogner la tête. Et c'est qui? C'est l'Afrique. Donc, ils sont en train de vouloir se redéployer sur le continent africain. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut faire très attention. J'ai dit qu'il faut faire très attention parce que derrière ce besoin criard d'énergie dont a besoin l'Europe aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont lâchés un peu partout de par le monde. Donc, on est en train justement d'envoyer le garçon de course à la personne de qui vous savez, venez essayer de grappiller un peu de ce qui est possible d'avoir sur le continent africain. À nous de penser que si aujourd'hui le monde est en train de changer, nous devons également mettre les leviers de ce changement au niveau du continent pour que nous puissions répondre favorablement à ce qui est en train de se faire sur la place internationale. Pendant ce temps, les pays qui étaient sanctionnés justement par l'Occident, l'Union européenne, sans oublier également l'OTAN, sont en train de frapper à la porte des BRICS. Je prends le cas de l'Arabie Saoudite qui était un partenaire essentiel pour les États-Unis, l'Iran et sans oublier bien sûr l'Argentine. Est-ce pour dire tout simplement que les anciens partenaires sont devenus des ennemis? Non, les anciens partenaires ne sont pas venus des ennemis. Nous sommes là en relation internationale, c'est de la diplomatie. À partir du moment où on veut même vous quitter, on ne vous dit pas qu'on vous quitte. Mais on vous fait savoir que non, ce que vous faites ne nous arrange pas assez. Essayez de voir si vous pouvez changer, même si on a déjà en tête ce qu'on voudrait faire. En réalité, ça démontre, ça suffit, cette logique des personnes qui hier étaient alignées, qui sont aujourd'hui des non-alignés ou alors qui veulent justement changer d'alignement. Ça montre clairement ce que nous faisons que chanter sur ce plateau chaque jour, à savoir le monde est en train de changer. Le monde décidément a changé. Parce que ceux hier qui étaient des alliés indéfectibles, on parlait même du cas de l'Égypte, sont en train aujourd'hui de voir qu'il y a meilleur ailleurs. C'est ça. C'est-à-dire qu'avec cette multipolarité qu'offrent les BRICS aujourd'hui au monde, avec cette revisite du, je veux dire quoi, du droit international, les autres acteurs comprennent qu'il y a quelque chose à gagner en plus. On n'est plus dans cette unipolarité avec comme seul gendarme les États-Unis et son bras armé l'OTAN et l'Occident qui pensaient qu'ils pouvaient définir, dire au monde comment le monde devait se comporter. Aujourd'hui, on voit clairement des alternatives. C'est vers dans ces alternatives qu'il faut aller. Et ceux hier qui pensaient que le tout-puissant était les États-Unis sont en train d'ouvrir les yeux avec le théâtre ukrainien. Parce que, écoutez bien, il faut savoir que l'un des maîtres mots du chantage occidental, du chantage américain à l'échelle internationale était sa toute-puissance militaire. Oui. Mais vous voyez que cette toute-puissance militaire est en train d'être brisée sur le territoire ukrainien. Je dis bien brisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir simplement dit que je mets quiconque au défi de traverser l'espace aérien ukrainien, vous avez vu quel avion américain décollait là. Ils ont des bases partout là-bas, du côté de l'Europe, avec l'OTAN. Mais qui s'est amusé, je dis bien amusé, à traverser l'espace aérien ukrainien depuis que la Russie est en opération spéciale, elle n'est pas en guerre. Parce que Poutine a dit tout récemment que la Russie n'a même pas encore commencé à faire ce qu'elle doit faire en Russie. D'ailleurs, l'ordre qui a été donné à l'état-major ukrainien, c'est qu'il faille attaquer les positions ukrainiennes de toutes les directions. Ça, c'est le dernier ordre que Poutine a donné à son armée. Ça veut dire qu'ils peuvent être sûrs que on n'est plus au niveau où on négociait si les républiques de Luhansk et de Donetsk doivent avoir leur autonomie. Non, on est au niveau de maintenant, il faut tout changer en Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et même dans cet élan-là, vous avez vu quel État bronché. Vous avez vu les États-Unis fiers de se lever quand ça ne va pas bombarder n'importe qui, même bronché. Ils ne peuvent pas. Vous avez vu l'OTAN même parler, ils ne peuvent pas. Parce qu'en face, il y a garçon, pour reprendre ce terme ivoirien. Donc, aujourd'hui, le théâtre ukrainien montre au reste du monde que la toute-puissance militaire qui nous a été vantée n'était qu'un leurre. Parce qu'il y a des alternatives efficaces, efficientes et à même de pouvoir répondre favorablement lorsque la demande se fait. La preuve aujourd'hui, c'est le théâtre malien où
pour avoir sollicité l'aide de ce pays qu'est la Russie, on voit très bien ce qui est en train de se passer. Ça ne peut pas manquer d'être perçu aux yeux du reste du monde. Donc, il voit très bien qu'au-delà des alternatives, nous avons quelqu'un qui non seulement dit ce qu'il fait, mais fait ce qu'il dit. Alors, pourquoi s'embrouiller avec un partenaire qui, depuis des années, nous fait du chantage, nous impose un rythme de vie, nous définit comment nous devons fonctionner, contrairement à quelqu'un qui nous laisse nous définir, qui nous laisse nous affirmer, tout en travaillant avec nous dans un partenariat gagnant-gagnant. Ça fait en sorte que la plupart des pays aujourd'hui sont en train de changer de veste indirectement parce qu'on ne va pas le dire ouvertement. On travaille en synergie, on tisse des accords de coopération, comme l'a fait le Cameroun avec la Russie tout récemment, comme certains pays sont en train de le faire. Et au final, on va se rendre compte que ceux-là qui croyaient être les maîtres du monde se retrouvent isolés. En ce moment-là, une question cependant, est-ce que l'Occident va se raviser ou alors va-t-il continuer dans sa lancée? Je parle bien sûr dans cette folie de continuer à sanctionner un pays qui s'en sort malgré les sanctions. Non, je pense que c'est un mécanisme irréversible. L'Occident est foutu, ces gens ils sont finis. Ils ne peuvent plus rien. S'ils se ravisent même aujourd'hui, ils donnent des raisons aux autres de les quitter là. Parce que les autres États même encore s'abstiennent parce qu'on se dit, bon, quelque part, avec le système de l'interdépendance, ils nous tiennent encore sur bien des points. Mais par erreur, s'ils se ravisaient à dire que réellement ils se sont trompés, mais je peux vous rassurer que sur place, la plupart de ces pays, on sort du franc CFA, on rompt les accords de coopération, on arrête d'exporter, mais ils tombent, bloquer l'accès de ce que le monde apporte à l'Occident, mais l'Occident n'est rien. Donc ils ne peuvent pas se raviser parce que c'est un point de non-retour. D'ailleurs, s'ils le font, ils ne vont qu'accélérer le processus. Plus ils retardent cette affirmation, plus également ils retardent le processus, mais c'est un processus irréversible qui finira par arriver s'ils ne veulent pas. Se raviser serait montrer des faiblesses? Bien sûr, ces faiblesses que nous reconnaissons déjà, mais que par orgueil ils se refusent à l'accepter, mais que nous reconnaissons, que nous connaissons. Nous savons très bien qu'à partir du moment où ils se ravissent, mais ils donnent la latitude à n'importe qui de leur dire ce qu'ils pensent. Et Dieu seul sait que nous avons beaucoup à leur dire. Donc ils ne peuvent pas le faire. Quoique s'ils le fassent, ils vont accélérer le processus. S'ils ne le font pas, ils vont retarder le processus. Mais qu'ils le veulent, dans un cas comme dans l'autre, c'est un processus qui va arriver à terme. Donc ce qu'on peut faire présentement, c'est simplement se préparer à ce que le processus arrive à terme, que nous puissions répondre d'une façon énergétique, d'une façon forte et d'une façon décisive face à ce que nous avons subi depuis des années. Depuis quelques semaines aujourd'hui, ça va faire d'ailleurs quelques mois, où il y a des négociations au sein même du bloc occidental. Dans ce bloc occidental, il y a certains qui demandent tout simplement à négocier, en demandant justement de donner une part de l'Ukraine, on va le dire ainsi, à la Russie, et que l'autre part, eh bien, soit remise entièrement et totalement à une partie de l'euro. C'est ce qu'ils auraient dû faire donc en janvier 2021. Parce que je vous rappelle qu'en janvier 2021, il y a eu une délégation de la Russie qui avait été envoyée pour parler. Il y avait eu une rencontre tripartite entre la Russie, les États-Unis, excusez-moi, la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, où justement il fallait parler de ce problème ukrainien. Et la Russie était venue avec un ensemble de conditions, parmi lesquelles la reconnaissance de l'autonomie, même pas de la souveraineté, mais de l'autonomie des régions du Donbass, et le fait que l'armée ukrainienne stoppe de bombarder ces régions-là qui sont en majorité russophones. Mais l'OTAN, les États-Unis ont balayé ces doléances d'un revers de la main. Et aujourd'hui, le discours d'hier n'est plus le discours d'aujourd'hui. Le discours d'hier qui consistait simplement à libérer les régions des républiques populaires du Donbass, à savoir Lugansk et Donetsk, n'est plus le même. La Russie clairement dit que s'il fallait négocier, ça aurait dû être hier. Le discours aujourd'hui est de dénazifier entièrement l'Ukraine et de chasser le régime qui est au pouvoir là actuellement. Et dans ce registre-là, l'Occident n'a plus à proposer quelque chose. Le moment où il fallait proposer est passé. L'Occident n'a que ses yeux pour voir, tout en sachant qu'après l'Ukraine, je ne suis pas sûr que la Russie s'arrête à ça. Parce que, comme l'a si bien dit Emmanuel Macron récemment, la Russie utilise le gaz comme arme de guerre. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'eux-mêmes ont utilisé depuis des années? Lorsque vous suspendez un pays d'un soi-disant SWIFT, un modèle que vous avez conçu simplement pour vous enrichir, parce que quand on parle du SWIFT, la réalité, à travers les transactions, il y a des prélèvements qui se font là-bas. Ça va où? Ça enrichit les Occidentaux. Lorsque vous vous plaisez à geler les avoirs d'un pays, bafouant ainsi le droit international financier, lorsque vous vous plaisez à prendre un ensemble de sanctions sans réaliser même le bien-être de vos peuples qui sont fortement dépendants de ces matières premières, qui n'ont jamais demandé à ce que vous alliez dans le sens de pouvoir mener la guerre à un pays qui n'a jamais voulu faire la guerre avec vous. Donc, vous croyez que vous allez rester comme ça impuni, mais il y a également la loi de la nature. Mais Dieu merci, en attendant de la loi de la nature, ils sont en train de vivre la loi populaire. Parce qu'un peu partout en Europe, on voit comment les peuples européens, ces peuples libres qui aspirent à la liberté comme nous autres, sont en train de s'élever pour demander des comptes.
ils ne vont pas essayer ou alors continuer ça très longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit très bien que c'est en train de changer. Ce n'est plus un discours comme par le passé nous avons porté, mais c'est un discours que nous avons porté par le passé qui a trouvé écho auprès justement des populations occidentales qui, par un certain nombre de mécanismes, sont en train de demander des comptes à leurs dirigeants. Et pendant ce temps, jusqu'à preuve de contraire, l'Union européenne est en train, et surtout à accorder à l'Ukraine le statut de pays candidat à l'Union européenne, alors que selon certains statuts, normalement, l'Union européenne, alors l'Ukraine, ne devrait pas être un pays de l'OTAN, ni dans l'Union européenne. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? En réalité, c'est du dilatoire, c'est de la distraction. Ce que l'Union européenne est en train de faire, pays candidat, ça n'existe nulle part. Allez lire les textes de l'Union européenne, ça n'existe nulle part. D'ailleurs, la Turquie a fait pratiquement 20 ans pour entrer dans ça. En moins de quelques années, vous décidez. Vous comprenez, c'est du dilatoire, c'est de la distraction. Il veut faire plaisir à Zelensky. Mais malheureusement, pour lui, ça ne sert à rien parce que pour l'aider, c'est plus dans les discours. Dans l'Union, l'Ukraine n'entrera jamais dans l'Union européenne. L'Ukraine n'entrera jamais dans l'Union européenne. Ça dit que c'est impossible. Ça, même s'il faut. Ça dit que ce n'est que dans les rêves qu'ils sont en train de prévoir ce genre de choses. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que juridiquement parlant même, je vous prenais le cas de la Turquie qui a mis pratiquement 20 ans avant de faire son... Non, je vous rappelle que la Turquie, c'est la deuxième plus grande armée de l'OTAN aujourd'hui. Et quand on parle de l'OTAN indirectement, on parle de l'Union européenne. Si il faut aller même dans le cadre de la compétition autres, on comprend très bien que aujourd'hui, quand ils veulent accorder ce statut à l'Ukraine, en réalité, c'est parce que vous voyez tout le chantage que le président ukrainien a eu à faire à l'Union européenne, parfois même s'érigeant en modèle, s'érigeant en moralisateur. Je me demande comment un monsieur comme celui-là, qui n'incarne aucune valeur, à ce qui paraît de ce côté, il serait membre d'une certaine communauté que je ne veux pas citer le nom ici. Des images également sur la toile démontrent, ça suffit qu'il paraît que ce monsieur soit un toxicomane. Mais bon, c'est lui qui est acclamé dans toutes les grandes chancelleries et parlements européens. On peut comprendre que c'est aussi ça les valeurs universelles qu'ils veulent vendre aux yeux du monde. Mais il faut comprendre en réalité que ils n'ont rien à proposer. L'Ukraine n'entrera jamais dans l'Union européenne, encore moins dans l'OTAN, parce que ça, la Russie ne l'acceptera jamais. Voilà pourquoi Poutine a dit clairement, il a donné l'ordre à son armée d'attaquer l'Ukraine dans toutes les directions. C'est-à-dire que ceux qui ne savent même pas, j'ai bien peur que dans les jours à venir, on voit la Biélorussie entrer dans ce conflit-là. D'ailleurs, il y a eu un accord qui a été tissé entre la Fédération de Russie et la Biélorussie, où la Russie décide, dans les jours à venir ou les années à venir, à fournir la technologie de l'arme nucléaire à la Biélorussie, ce qui est en train de faire trembler la Pologne. Donc vraiment, on peut être sûr et certain d'une chose, c'est que chacun essaie de montrer ses muscles, mais comme on dit, je connais la force de mon ennemi, je montre mon muscle tout en sachant que s'il décide de se déployer sur moi, eh bien, je ne peux rien faire. Donc, ce sont des effets d'annonce, ce sont des discours de nature à pouvoir rassurer une classe politique oligarque corrompue ukrainienne, à rassurer également une classe politique oligarque corrompue européenne qui en réalité ne prennent pas de décisions dans l'intérêt de leur peuple. C'est entre des personnes, des petits coquins qui se plaisent à se dire des mots pour se faire plaisir comme un homme draguerait une femme, mais dans le fond sans être sûr qu'au final de ça, la femme va accepter les avances que l'homme est en train de faire. Parce que derrière cette femme qui va accepter, il y a quelqu'un de plus fort qui a la force financière, qui a la force militaire, qui a la force culturelle et qui a la force du nombre de pouvoir imposer un droit de veto. Merci à vous, Charlie Kigné, d'avoir été les nôtres. C'est moi qui vous remercie de cet honneur. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.